Bonjour, c'est Dr Anissa Bourrasque, je suis psychiatre, spécialiste en psychotraumatologie. Je suis présidente de la cellule d'assistance psychologique des victimes de catastrophes et membre du conseil scientifique de l'Institut Nebras. Aujourd'hui, je vais parler du rôle du psychiatre dans la gestion de la crise du Covid-19. Pour aborder ce sujet, je vais parler de l'impact psychologique du Covid-19. Je vais donner des recommandations pour prévenir donc, des séquelles psychologiques du Covid-19. Un mot sur Covid-19 et psychotropes. Et à la fin, je vais parler de la rôle de la cellule d'assistance psychologique des victimes de catastrophes dans cette crise et formuler des recommandations à la fin. Pour commencer, je vais dire qu'il s'agit d'une crise sanitaire sans précédent. Pourquoi parle-t-on de crise? On parle de crise parce que le personnel médical et paramédical est mis en difficulté, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations concernant le virus, la contagiosité, l'immunité acquise. Il n'y a pas de traitement curatif ni de vaccin, parce qu'aussi il va y avoir des retombées économiques et financières. Je dirais à la fin que l'impact psychologique va beaucoup dépendre des conditions de confinement et du profil psychologique des personnes exposées. Commençons déjà par parler des facteurs de stress liés au confinement. Ce sont des situations de privation de liberté. Ce sont des situations où les rythmes peuvent être bousculés. C'est des situations où on n'a pas beaucoup d'informations et donc on risque de s'exposer à la désinformation et aux fake news. C'est une situation d'insécurité qui va donner un vécu d'impuissance, cette imprévisibilité, donc un vécu de danger. Et pour les personnes qui sont contaminées, parfois de la dévalorisation à cause de la stigmatisation et de la culpabilité. Tout ça va pouvoir entraîner des décompensations psychiatriques chez les personnes déjà anxieuses, comme les troubles paniques, comme l'aggravation des phobies, comme des troubles obsessionnels compulsifs, des pathologies traumatiques, comme l'état de stress post-traumatique et de la dépression. Les réactions sont diverses face à ce fléau. Elles peuvent être variées du déni, des personnes qui vont même prendre des risques parce qu'ils ignorent, donc ils sont dans un état de déni de la maladie, des réactions de défiance où on va être dans la complotite, de la lassitude jusqu'à la résignation et chez certains même de la malveillance avec des comportements délictueux. Pour parler de l'impact psychologique, je vais citer 2 références bibliographiques. Donc, la première est une enquête en population générale en Chine, publiée par l'International Journal of Environmental Research and Public Health. C'est une enquête online. Il y a eu 1210 répondants et ces répondants ont été explorés au niveau de l'impact psychologique et au niveau de la dépression et de l'anxiété, ce qui nous donne comme résultat que pratiquement la moitié des répondants souffraient d'un impact modéré à sévère, l'impact psychologique, que 16% parmi eux présentaient des dépressions modérées à sévères et que 28% parmi eux avaient une anxiété modérée à sévère. La deuxième référence que je vais citer est le Lancet qui a publié une revue de la littérature sur l'impact psychologique de la quarantaine en général. Et parmi les résultats que je vais retenir, c'est une symptomatologie faite
de symptômes traumatiques qui peuvent aller jusqu'à l'état de stress post-traumatique, de la colère, de la confusion, avec comme donc facteur de stress individualisé la durée du confinement, l'information par rapport à la maladie, les craintes par rapport à la maladie, la stigmatisation et tout ce qui est privation donc de nourriture ou au niveau des conditions de confinement. Une importance particulière a été accordée au personnel médical et paramédical et nous y reviendrons. Je vais dire un mot sur le confinement et l'horloge biologique. Les rythmes biologiques sont très importants et certains individus sont hypersensibles à leurs perturbations. Et la perturbation des rythmes biologiques peut entraîner aussi bien des pathologies somatiques que psychiatriques. Des pathologies somatiques comme le diabète, comme le cancer, comme l'obésité, et des pathologies psychiatriques, essentiellement les troubles de l'humeur qui sont très sensibles à la perturbation des rythmes biologiques. Et on peut avoir des épisodes dépressifs, des épisodes hypomaniaques, voire des épisodes maniaques, d'où l'importance, et on va y revenir, de respecter certaines routines pour préserver l'horloge biologique. Je vais formuler maintenant des recommandations en général, puis des recommandations qui vont toucher le personnel soignant. Pour les recommandations en général, je vais parler des patients déjà suivis en psychiatrie et sous traitement. Pour cela, le message essentiel est ne jamais arrêter les médicaments. C'est très important de prendre son médicament de manière régulière et voire peut-être de le réajuster après donc avoir contacté son médecin traitant, parce que cette période de stress peut entraîner des décompensations de maladies déjà stabilisées. Pour le reste de la population, certaines recommandations sont à formuler et vont aider à éviter donc tout cet impact psychologique qu'on vient de revoir ensemble. Premièrement, on va recommander de se préserver, d'éviter l'exposition aux médias anxiogènes. Il faut rester informé, mais il ne faut pas aller chercher l'information n'importe où. Deuxièmement, il faut avoir en tête des pratiques qui vont aider à faire baisser l'anxiété, tels que donc, les exercices de relaxation, de respiration contrôlée, et les exercices de méditation. Et tout cela va aider à normaliser l'anxiété et ne pas céder à la panique. Une petite aussi mention particulière à tout ce qu'on peut faire comme travail cognitif par rapport à l'approche de cette situation de confinement. Ce n'est pas une privation de liberté, ce n'est pas une punition, mais ça peut être lu comme un acte altruiste que nous faisons au profit des personnes les plus vulnérables, des personnes âgées, des personnes qui peuvent ne pas avoir une immunité suffisante pour survivre à cette pandémie. Troisièmement, il faut rester connecté à ses proches. Il faut garder le lien social et humain. Donc la distanciation sociale ne veut pas dire la coupure des liens. Il y a des moyens technologiques avancés
qui nous permettent d'être en lien avec les membres de la famille et une mention particulière pour les personnes âgées que nous évitons en ce moment par peur de contamination, mais qui ne doivent pas souffrir de l'isolement. Enfin, il faut contrôler l'ennui. L'ennui a été individualisé dans plusieurs études comme un facteur qui peut être un facteur de risque pour un impact psychologique. Donc, il faut prévoir des activités. Il y a les possibilités avec le télétravail, avec les possibilités d'activités avec les enfants, etc. Et garder donc une hygiène de vie. Et qui dit hygiène de vie veut dire sommeil suffisant et de bonne qualité, qui dit repas équilibré, qui dit aussi une activité physique régulière et un évitement de toutes ces pratiques qui ne sont pas adaptées, telles que l'alcool, l'augmentation de la consommation de cigarettes et l'usage des benzodiazépines qui est fortement déconseillé pour le sommeil. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance du respect des rythmes. Et là, je vais reciter encore une fois les recommandations de l'International l'International Society of Bipolar Disorder, qui recommande plusieurs stratégies d'autogestion afin d'augmenter la régularité des routines et d'éviter les décompensations thymiques. Ce sont des recommandations que nous avions déjà vues concernant le respect des horaires, des rythmes de veille et de sommeil, des activités régulières, des activités physiques, aussi du fait de rester des activités sociales, des interactions sociales, mais une mention particulière pour la lumière, même si on n'a pas la possibilité de sortir à l'extérieur, être à côté d'une fenêtre, à côté de la lumière pendant au moins 2 heures, et aussi éviter en fin de soirée, la nuit, les lumières vives et en particulier la lumière bleue des écrans qui peut avoir un impact négatif sur la qualité du sommeil et favoriser des compensations de l'humeur. Je vais aussi parler du Covid+ et de Covid-19 et de l'usage des psychotropes. Des précautions particulières doivent être prises s'il y a des symptômes de fièvre ou de troubles respiratoires chez des personnes qui prennent des psychotropes. Les principales classes de psychotropes, on va les revoir avec les risques et les conditions et les conduites à tenir si symptômes évoquant un Covid+. Commençons par les antipsychotiques qui peuvent présenter des risques cardiaques ou des effets extrapyramidaux. Donc, il faut être particulièrement vigilant, diminuer la dose, éviter les associations et les arrêter si la suspicion se confirme et si on a la possibilité de le faire. Les antidépresseurs, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine peuvent pour certains avoir un risque cardiaque ou un risque hémorragique en association avec les AINS qui sont de toute façon contre-indiqués. Donc, diminuer la dose et si suspicion de Covid+ et hospitalisation, arrêter le traitement antidépresseur et le reprendre plus tard. Les benzodiazépines aussi, vu leur effet dépresseur sur le système respiratoire, sont fortement déconseillés si on n'a pas le choix
les remplacer par des benzodiazépines à courte durée de vie. Le lithium, quand il s'agit d'hyperthymie, peut entraîner un syndrome cérébelleux, d'où donc l'importance donc de la diminution ou voire même l'arrêt si une grande fièvre ou si une suspicion très forte de Covid-19. Les médicaments anticholinergiques peuvent avoir aussi un effet sédatif sur le tonus musculaire avec une diminution des risques des fausses routes et peuvent avoir aussi un effet dépresseur sur donc la ventilation pulmonaire. Du coup, il va falloir réévaluer la thérapeutique en les concernant et s'en passer si possible, surtout dans des situations où on est devant une personne âgée qui présente donc des symptômes de Covid-19. Je vais passer aux recommandations à destination donc du personnel médical et paramédical. Nous avons dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une crise qui met en difficulté le personnel médical et paramédical qui se retrouve sous un stress énorme et donc une situation exceptionnelle qui va falloir gérer de manière exceptionnelle. Ce stress-là ne veut pas dire incapacité de votre part à faire face à la crise. Ça veut dire qu'il va falloir prêter une attention particulière à votre équilibre psychologique, à la gestion de stress, autant qu'à votre santé physique. Il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir respecter les conseils que nous venons de donner pour le reste de la population concernant les habitudes alimentaires, concernant l'importance du sommeil, concernant l'importance de l'activité physique, etc., d'être connecté proche de sa famille. Mais pour donc le personnel donc médical et paramédical qui a tendance souvent à se négliger pour se consacrer au travail, il est très important de faire attention parce qu'il ne s'agit pas d'une course, il s'agit d'un marathon et cette crise, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc, autant y faire face avec tous les moyens possibles pour renforcer votre immunité à la fois physique et psychologique. Pour le personnel soignant aussi, nous recommandons et encore avec beaucoup plus d'insistance de faire appel, d'utiliser ces techniques de gestion de stress qui sont des techniques, je le rappelle, de relaxation, de respiration. On peut même faire appel à des techniques d'EFT, Emotional donc Freedom Techniques, qui peuvent être indiquées dans ces cas-là et être d'un grand secours. Le personnel soignant se trouve durant cette crise souvent dans une situation de stigmatisation vu son contact avec le virus. Il va falloir lutter contre les retombées de cette stigmatisation. Pour ce, nous recommandons donc aux soignants, même si ce sont des situations pénibles à gérer, de rester proches de leur famille. Leur travail peut demander une séparation de ces derniers, une séparation physique pour cause de confinement, ne veut pas dire une coupure de lien avec eux. Donc il faut lutter contre cette stigmatisation en restant proche de sa famille et de ses amis et en favorisant la communication entre soignants ainsi que la solidarité, l'esprit de solidarité entre eux. Il faut aussi que le personnel soignant sache que pour cette crise, on ne peut pas faire face seulement dans le milieu médical, qu'on va être face à
des besoins qui nécessitent l'intervention de d'autres partenaires, d'autres intervenants du réseau de solidarité, notamment pour les besoins en aide sociale ou dans des situations particulières de violence ou qui vont être de plus en plus répandues avec le confinement. Le personnel soignant doit être conscient de la nécessité de travailler avec le reste du réseau de solidarité pour des situations qui vont dépasser les capacités d'intervention purement médicale. Car cette crise peut nous amener à prendre en charge, à voir des besoins, voir des patients exprimer des besoins qui ne relèvent pas de soins médicaux ou paramédicaux, qu'il va falloir adresser pour une aide sociale, par exemple, vers des réseaux d'entraide sociale, qu'il va falloir adresser à des ONG spécialisées dans la prise en charge de victimes de violences pour ces cas où le personnel de la santé va être confronté dans des situations personnelles de violence. Nous formulerons rapidement aussi des recommandations à destination des responsables de services de santé. Car en ces temps de crise, il est très important d'avoir des équipes soudées et solidaires. Ces responsables vont devoir veiller à favoriser des conditions de travail sécurisantes pour le personnel soignant, à fournir une bonne formation. Beaucoup d'angoisse chez le personnel de la santé ou de sentiments de frustration ou de colère sont en rapport avec un manque de formation ou un manque en matériel de protection. Donc il va falloir, dans les limites du possible, répondre à ces demandes et surtout favoriser une bonne communication et une bonne ambiance d'entraide et de solidarité entre les collègues et entre la hiérarchie et le reste des agents de la santé. Se préparer à la gestion de cette crise, c'est aussi se préparer à d'éventuelles urgences psychiatriques, d'où l'importance d'avoir des contacts dans le milieu psychiatrique pour venir en aide dans des situations telles que des états d'agitation ou des urgences suicidaires. Je vais parler rapidement de la cellule d'assistance psychologique ou CAP qui relève du SHOCROOM au ministère de la Santé, qui est activée à chaque catastrophe depuis 2015 et qui a mis une ligne verte, le 90 50 50, au profit de toutes les personnes présentant des symptômes psychologiques et qui manifestent le besoin de s'adresser à un professionnel de la santé mentale. Donc, cette cellule prend aussi en charge le personnel médical et paramédical pour renforcer ses capacités à gérer le stress et donc pour renforcer sa résilience et son immunité psychologique. Maintenant, pour finir, je vais insister, donc rappeler le rôle du psychiatre et du psychologue dans le renforcement de l'immunité psychologique. Et quand on renforce l'immunité psychologique, on renforce l'immunité tout court des personnes face à cette pandémie. Je rappelle aussi que notre approche est biopsychosociale, que c'est une approche en réseau qui nécessite donc l'intervention du corps médical, paramédical, des psychologues, des psychiatres, mais aussi tout le réseau d'entraide qui compte les ONG,
qui compte des structures d'aide sociale comme le Croissant Rouge, qui compte aussi toutes les organismes non gouvernementaux qui peuvent intervenir dans des situations, par exemple, de violences fondées sur le genre ou des violences sur enfants. Enfin, rappelons l'importance donc de la gestion de stress, l'importance que de protéger le corps médical et paramédical et de lui témoigner toute la solidarité dont il a besoin. Bon courage à tous et prenez soin de vous.